Allez, c'est parti! Bienvenue les amis, bienvenue dans ce nouveau JT du grenier normand avec mes trois petits singes de la sagesse, ma boule de cristal, mes marmottes, mes poules. Cette semaine, réalisé sans montage et sans trucage, ce JT je vous le rappelle, c'est bon, la mise au point normalement est faite. Nous allons parler des hausses d'impôts avec les premières mesures qui sont dévoilées et évidemment comment s'y adapter. Bonjour l'aimable compagnie, bienvenue dans ce nouveau JT du grenier. Et oui, le gouvernement et donc Michel Barnier, le nouveau Premier ministre, est en train de mettre la patte finale à sa préparation du budget 2025. Qui va devoir être envoyé très rapidement, où ça? Eh bien, au Conseil d'État pour analyse, validation. Voilà, c'est ce qu'on appelle les institutions démocratiques. On vérifie, on contrôle, on valide. Ça doit être validé par le Conseil d'État, ça doit être validé par le Conseil constitutionnel avec l'imprimature, le tampon, ah là 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 là, tout ça pour quoi faire? Pour vous augmenter les impôts, les cocos. Alors, on va commencer, avant de parler des hausses d'impôts qui ont été pas annoncées, mais en tout cas qui ont bien fuité, nous allons commencer par parler de cette tribune qui a été signée et publiée aujourd'hui, dimanche, par 27 députés EPR. Alors EPR, c'est pas les nouveaux réacteurs nucléaires, bien que ce soit peut-être une tribune un peu radioactive. EPR, c'est Ensemble pour la République, anciennement En Marche et anciennement Renaissance. Non, c'était l'inverse, c'était En Marche, Renaissance, puis Ensemble pour la République. Vous savez, à chaque fois qu'ils prennent une raclée aux élections, ils changent de nom. Ça marche aussi pour les entreprises. À chaque fois qu'il y a un scandale, on change de nom. Voilà, vous regarderez, le Crédit Lyonnais est devenu LCL, Orpea est devenu autre chose. Enfin, vous voyez, c'est assez marrant quand même de noter ces petites choses. Ça permet de savoir comment vont évoluer la situation. En fait, ça s'anticipe tout ça. Quand on comprend les règles du jeu, ce qui va se passer devient beaucoup plus prévisible et intelligible. Faites-moi une bonne politique et je vous ferai faites-moi de bonnes politiques et je vous ferai de bonnes finances. C'est un adage prêté au baron Joseph-Dominique Louis, qui était un grand argentier tout au long du 19e siècle et pour les restaurations, bref, ça a été un homme qui a mis souvent beaucoup d'ordre dans les finances publiques à des moments où la France était dans des situations financières également épouvantables. Alors, vous savez, notre pays et des situations financières épouvantables, c'est vieux comme l'histoire de France et ça se répète avec une constance assez incroyable. Nous aimons avoir des finances publiques toujours dans le rouge et toujours désastreuses parce que nous aimons aussi beaucoup faire la guerre. Alors bon, je ne m'appesantirai pas sur les coûts de nos guerres et sur les coûts des guerres, même pas parler de celles récentes, mais pendant que l'Allemagne se reconstruisait après la Seconde Guerre mondiale, 1945, l'Allemagne est rasée, objectivement, l'Allemagne est à genoux, l'Allemagne est profondément détruite dans beaucoup d'endroits de l'Allemagne est coupée en deux, etc. Et donc l'Allemagne va se reconstruire, mais c'est la même chose pour le Japon. Le Japon pourrait être détruit. Je ne vous rappelle même pas ce qui s'est passé à Hiroshima et à Nagasaki, donc les destructions au Japon sont évidemment importantes. Il reste du Japon, mais il y a des destructions qui sont importantes. Le pays est fatigué, épuisé, exsangue, et pourtant il va y avoir, comme en Allemagne, une reconstruction. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ces deux pays vont se reconstruire et ils vont dépenser des milliards de l'époque dans la reconstruction de l'époque. Ça n'empêche pas que nous les avons aidés, le fameux plan Marshall, etc. Mais pendant que ces pays investissent dans leur propre développement, eh bien nous, par exemple, la France, nous allons dépenser dans des guerres, alors notamment les guerres autour de la décolonisation, donc à peine la Deuxième Guerre mondiale est-elle terminée, que nous allons partir faire la guerre en Indochine, ce qui va coûter quelques dizaines de milliards de l'époque, puis une fois que la guerre en Indochine sera terminée et qu'on sera rentré la queue entre les jambes, nous partirons faire la guerre en Algérie, ça va durer quelques années, coûter quelques milliards, quelques dizaines de milliers de vies côté français, quelques dizaines de milliers de vies côté algérien, et puis évidemment ça se terminera par un départ la queue entre les jambes pour pas grand chose, je suis navré, c'est les aléas du direct.
Bref, donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, si ça veut bien, voilà, me retirer mes petites icônes iconisantes, je voulais vous dire que nous avons déjà connu des situations désastreuses et que les guerres, évidemment, ils sont pour souvent quelque chose dans les finances publiques. Là, il se rajoute autre chose, c'est que nous avons un taux de dépenses publiques qui est devenu totalement délirant. Et c'est là-dessus que vont s'apesantir les 27 députés d'Ensemble pour la République. Celle-ci nous invite, nous, députés, à exprimer publiquement 2 convictions profondes qui guideront nos choix politiques pour la préparation de ce budget. Ce n'est pas un hasard si cette tribune sort aujourd'hui, alors que les mesures n'ont pas été totalement dévoilées officiellement. Là, je vous fais du off quasiment, hein, c'est de la fuite, mais c'est pas de l'officiel. Donc ça reste à ce stade des rumeurs plus que sérieuses, des rumeurs quasiment certaines, mais rien d'officiel. Alors, première conviction de ces députés En Marche. Alors, bon, grâce à Manu, là on sort les violons, la flûte, le pipeau et la totalité de l'orchestre du Titanic qui coule sur les finances publiques. Bon, bah c'est fabuleux, quoi, d'accord. On a ouvert 200 usines, on a créé 2,5 millions d'emplois, on a mis fin au mal français qui était le chômage de masse, on est devenu le pays le plus attractif d'Europe. Bah, heureusement qu'on a fait tout ça. Bah, sinon, qu'est-ce que ça serait, les amis, sur l'état de nos finances publiques? Mais malgré tous ces succès extraordinaires, énormes, on a l'impression de lire les communiqués du grand quartier général pendant la débâcle de 1940, la France demeure l'un des pays dont le taux de prélèvement obligatoire est le plus élevé au monde. C'est vrai, et malgré des baisses d'impôts, puisque cette politique fiscale massive est sans précédent, 60 milliards d'euros de baisse d'impôts en 7 ans. C'est vrai, mais malgré ça, nous sommes le pays de l'OCDE, donc dit des pays les plus développés. Nous sommes le pays le plus taxé, avec le plus fort taux de prélèvement. La justice sociale ne saurait constituer le prétexte d'un défouloir fiscal. Et oui, la justice sociale, c'est de la moraline, mais encore une fois, si vous relisez la Constitution, et si vous vous penchez un petit peu sur l'histoire des impôts à travers le monde, l'impôt, et en particulier en France, n'est pas là pour faire de la justice sociale, il est là tout simplement pour que chacun subvienne à hauteur de ses revenus, donc c'est normal que les riches participent plus, aux tâches régaliennes, c'est-à-dire en gros instruire, faire la police, faire la justice, équiper l'armée, c'est ça qui est censé couvrir les impôts. En aucun cas, les impôts, dans leur version d'origine, dans leur version même constitutionnelle, ne sont là pour faire de la justice fiscale. On peut en discuter, mais à l'origine, c'est pas du tout ça les impôts, et c'est encore moins un défouloir fiscal, c'est-à-dire que c'est pas sous prétexte de justice fiscale, ça ne donne pas droit. Les pauvres, ou ceux qui veulent la justice fiscale, n'ont pas plus de droits sur les riches que les riches n'ont évidemment, encore une fois, de droits sur les pauvres. Attention à cet équilibre, à cette nuance, à cette sagesse, à cette tempérance qu'il faut avoir pour prendre de bonnes décisions. Le pragmatisme, c'est pas l'idéologie. Encore une fois, on ne peut répartir que de la richesse qu'on a créée, donc voilà, il faut savoir doser les choses, être raisonnable en tout et en toute chose, c'est très très important, la rectitude, la justesse, l'équilibre. Et en économie, ce sont des points qui sont fondamentaux, qui sont essentiels si vous voulez une économie fonctionnelle, efficace, pour le plus grand nombre. Encore une fois, je fais partie de ceux qui pensent que l'économie, elle est au service de l'homme et pas l'inverse. Mais pour être au service de l'homme, il faut de la création de richesse. Et après, il y a plein de manières de parler de cette création de richesse, plein d'aspects, plein de facettes à cette création de richesse. On parle notamment de la facette environnementale ou de la facette sociale, etc. Donc il y a énormément de nuances et c'est vraiment sur ces nuances que j'attire votre attention, sur l'importance de ces nuances. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que il ne faut pas renoncer à la stabilité fiscale pour augmenter les impôts. Ils disent que trop d'impôts tue l'impôt. Bon, formule un petit peu magique, mais vous comprenez bien ce que ça veut dire. La justice sociale ne peut constituer un prétexte d'un défouloir fiscal et toute hausse d'impôts contribuerait à dégrader la compétitivité retrouvée de notre pays, à rompre le pacte de confiance, faire fuir les entreprises et à condamner tout partage de valeur. Encore une fois, oui, on ne peut partager
que la richesse que nous venons de créer. Si nous ne créons pas de richesse, nous n'avons rien à partager. Si nous détruisons de la richesse, eh bien nous aurons encore moins à partager. C'est exactement, si vous regardez ce qu'il se passe en Grèce, c'est exactement ce qui arrive en Grèce avec une semaine de 42 heures, donc une augmentation du temps de travail, une diminution de tous les accès aux soins, de toutes les aides sociales, etc. etc. Donc c'est sans précédent, une destruction de valeur, une destruction de la richesse créée, donc un rabougrissement du PIB, et donc une destruction de la capacité à partager de la valeur. Donc là, l'économie, elle est plus évidemment au service des gens, c'est les gens qui deviennent complètement au service de l'économie. Deuxième conviction qu'évoquent ces députés Ensemble pour la République, donc les macronistes, les lois de programmation budgétaire, blablabla, le rétablissement des comptes passe avant tout par la baisse de la dépense publique. C'est une phrase évidemment très importante. Je vous rappelle que Michel Barnier, le Premier ministre, va pas tarder à annoncer officiellement les grandes orientations budgétaires. Et là, les députés Ensemble pour la République, non, baisse de la dépense publique. Pas de hausse d'impôts, baisse de la dépense publique. Oui, le rétablissement des comptes passe surtout par la baisse de la dépense publique. Depuis le début des années 2000, la dépense publique a doublé dans notre pays. Et ça, c'est vrai. La dépense publique a doublé, elle a même quadruplé. Moi j'ai 50 ans, j'ai tout vu arriver. J'ai vu arriver le RSA, j'ai vu arriver la prime pour Noël, j'ai vu arriver la prime de rentrée, j'ai vu arriver la prime pour l'emploi, j'ai vu arriver toutes sortes de primes diverses et variées. Et j'ai vu dans le même temps, non seulement le peuple français ne pas être 2 fois plus heureux, ou 3 fois plus heureux, ou 4 fois plus heureux, tout dépend la base de départ que l'on prend sur la dépense publique, mais je peux même vous dire que c'est l'inverse. Entre le bonheur collectif quand j'étais enfant, il y a une quarantaine d'années, et le bonheur collectif aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. La France est devenue un asile de dépressifs à ciel ouvert, et en disant cela, vous imaginez bien que je ne juge personne. Au contraire, ça m'attriste profondément, parce que nous avons tout pour être heureux ensemble. Or, nous créons, au lieu de créer les conditions de notre bonheur collectif, et c'est pas l'argent qui manque, hein, quand vous regardez ce qu'on dépense, je peux vous assurer que c'est pas l'argent qui manque. On dépense de telles sommes, et quand bien même on discute de leur meilleure utilisation, de leur meilleure allocation, de leur optimisation, tout ce que vous voulez. Mais je vous assure qu'on n'a pas de problème d'argent, et on n'a pas de problème d'aller taxer plus. On a un autre problème, et ce problème, il est beaucoup plus profond. Il y a un mal qui nous dévore, et on est malheureux collectivement, et je peux vous assurer que ce n'est pas lié à l'argent, c'est lié à bien d'autres sujets qu'il nous faudra un jour aborder collectivement si nous voulons que ce pays retrouve sa joie de vivre, douce France, doux pays, tendre pays de mon enfance, cette douceur de vie, eh bien, vous savez ce qu'on dit, hein, y a des choses qui ne s'achètent pas avec l'argent. Pour tout le reste, il y a Eurocard, Mastercard, hein, où il y a Visa, je ne sais plus, c'est une pub pour une carte de crédit, qui disent, non, c'est un slogan, pour ça il y a Visa, pour ça il y a Visa, pour ça il y a Visa, pour ça il y a la carte, pour ça il y a la carte, et puis là c'est un papa qui prend son gamin dans les bras et qui fait un câlin, et dit, ah, pour ça tout s'achète, mais là la carte de crédit elle sera inutile. Eh bien le bonheur, hein, il faut de l'argent, il faut de la richesse. C'est une condition nécessaire, mais c'est loin d'être la condition unique, évidemment, au bonheur collectif. Donc nous avons des vrais sujets. Alors, il parle là du culte de la performance de politique publique. Il faut mettre en place de la suppression de dizaines d'agences et de comités déodules, de milliers de doublons, de la simplification de l'action publique, de la baisse du nombre de fonctionnaires en préservant nos services publics de proximité. Ouais, oui, mais on peut tout à fait le faire. Alors, je crois que dans la fonction hospitalière, vous avez 40% des gens qui sont juste pas médecins, pas infirmiers, mais qui cassent les pieds aux médecins, aux infirmiers pour leur demander de remplir des tableurs Excel que personne ne lit, pour pouvoir faire des statistiques, pour dire combien on soigne bien, comment on soigne bien, ou comment ça coûte cher de soigner. Bref, on s'en fiche complètement. C'est les fameuses ARS, les agences régionales de santé, avec un échelon administratif qui est complètement délirant et qui empêche l'hôpital de fonctionner, de tourner, 40%. Et puis le nombre
dans la fonction publique hospitalière, le nombre des effectifs augmente, d'accord, mais le nombre de médecins et d'infirmières et de lits d'hôpitaux, lui, diminue, donc on est dans du délire absolu. C'est pareil dans l'éducation nationale, vous avez 30 ou 35% des effectifs de l'éducation nationale qui n'ont jamais vu un élève, donc, ou qui ne voient plus d'élèves. Donc là, pareil, c'est très très bien, mais ça coûte très cher pour pas forcément grand-chose. Donc voilà tout ce qui est fait, tout ce qui est dit de ce qu'il faudrait faire pour diminuer les dépenses publiques et puis bien évidemment poursuite des mains sur les retraites et la solidarité à la source, l'amélioration et l'efficacité des dépenses sociales. Voilà. Eh bien oui, à un moment donné, vous regardez les dépenses sociales, c'est 40% des prélèvements obligatoires, c'est 40 à 45% qui sont liés aux dépenses sociales. Donc à un moment donné, si vous voulez trouver quelques dizaines de milliards dans la baisse des dépenses, eh bien il va falloir aller chercher et regarder du côté des dépenses sociales. Et qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, notamment lutter contre la fraude sociale et puis évidemment l'assurance chômage et remettre les chômeurs au travail. Mais je pense qu'il n'y a pas que les chômeurs qu'il faut remettre au travail, il y a tous ceux qui sont coupés depuis très longtemps du travail, qui n'ont sans doute jamais commencé à travailler, pour lesquels il faut réfléchir aussi à les remettre au travail, et c'est le fameux RSA contre du temps donné, en l'occurrence à l'administration, au public, etc. Et c'est important, effectivement, parce que le travail, ce n'est même pas juste de l'argent, c'est aussi le fait de se lever, de se structurer, d'avoir des collègues, de rencontrer du monde, de sortir. Donc c'est plein de choses, le travail, à commencer par cette idée de sociabilisation et de socialisation. Donc là, ils disent que la baisse massive du chômage depuis 7 ans a rapporté 40 milliards d'euros au compte public. Ben oui, plus il y a de gens qui travaillent, plus il y a de gens qui cotisent, et plus évidemment les comptes publics se porteront bien. Encore une fois, c'est toujours une histoire de gâteau. Et donc, ils disent que si le taux d'emploi de la France atteignait celui de l'Allemagne, eh bien, ça comblerait nos déficits. C'est vrai. C'est vrai. Voilà tout ce qui a été dit. Alors maintenant, parlons du budget. Surtout ne pas remettre en cause la stabilité fiscale. Donc ça, c'est un article du Monde qui fuite là-dessus. Donc ça serait aussi l'idée d'un budget rectificatif si nécessaire. Alors un budget rectificatif pourra être mis en œuvre, bon, comprenez, sera ou quasiment à 100% mis en œuvre et décidé, parce qu'il y a très peu de chances que ce budget-là soit suffisant, et que de toute manière on va partir de manière, et c'est à chaque fois le même processus, c'est itératif, un petit peu, c'est la fameuse histoire, non pas des singes de la sagesse, mais de la grenouille dans sa casserole. On la met pas tout de suite dans l'eau bouillante, parce que sinon, dès qu'on la plonge dans l'eau bouillante, elle est pas bête, la grenouille, pof, un petit coup de patte, on sort et on se carapate. Non, on la met dans de l'eau à température bien confortable, et puis on chauffe progressivement. Elle s'affaiblit petit à petit, elle ne voit pas le changement de température se faire, et puis quand l'eau devient bouillante, et bien évidemment la petite grenouille est trop faible pour sortir, et la petite grenouille mourut de sa belle vie, et grenouille bouillue, grenouille mourue, grenouille foutue. Et bien le contribuable, c'est un peu pareil. Pour faire une bonne tonte sur un mouton, il ne faut pas le paniquer ni l'effrayer. Donc on y va petit à petit pour lui tondre la laine sur le dos. Et dans le rôle du mouton, c'est vous, c'est nous tous, le peuple français, c'est nous qui sommes finalement la caution, encore une fois, de l'État. Alors, il y aurait une nouvelle taxe exceptionnelle et provisoire, j'aime toujours le mot provisoire, qui serait une surtaxe de 8,5% sur les bénéfices, pour remonter l'impôt sur les sociétés de 25% à 33,5%. Cette surtaxe concernerait de grands groupes réalisant plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Alors c'est simple, tous ceux qui sont bien payés aujourd'hui et puis qui ont des bonnes participations aux dividendes, vous savez, les plans épargne entreprise, les abondements, etc. Pour ça, il faut du bénéfice. Et quand on vous prend 8,5% de plus d'impôt sur les sociétés, eh bien ça fera un petit peu moins de valeur à partager
pour les salariés, sans compter qu'en plus, il y a de fortes chances que les entreprises décident de passer un certain nombre de provisions pour baisser leur niveau de bénéfice l'année prochaine. Et donc, vous verrez que je ne suis pas sûr que ça rapporte autant que prévu, mais il prévoit 8 milliards d'euros pour l'année 2025 dans les caisses de l'État. J'en suis pas persuadé, mais ce dont je suis à peu près sûr, c'est que pour tous nos concitoyens qui travaillent dans des grands groupes qui ont plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, l'intéressement et la participation seront nettement moins importants l'année prochaine. Et donc effectivement, ce n'est pas une augmentation d'impôts, mais ça va être une diminution importante probablement de la valeur partagée, puisque quand c'est l'État qui prend la valeur, eh bien la valeur, elle n'est plus là pour être partagée. Et donc je pense que c'est ça qu'il faut aussi bien saisir et bien comprendre. Je vous le dis aujourd'hui, notez-le pour plus tard, et nous reparlerons dans un an et demi de ce que vous allez percevoir au titre de l'intéressement et de la participation. Je ne vous parle pas pour 2025, mais ça sera quasiment en 2026, puisque vous savez qu'il y a des décalages. Voilà. Donc vous ne le verrez pas forcément, ça va être machin, ça va, voilà, on oublie. Mais la réalité, c'est qu'il y a des gens, ça va être très concret, qui auront moins de valeur à partager et donc à recevoir. Autre piste, une taxe sur les rachats d'actions. Donc certains grands groupes rachètent en effet leurs propres actions sur les marchés pour faire monter leur prix, et puis après ces actions peuvent être effectivement annulées, ce qui augmente mécaniquement la valeur du dividende par action. C'est totalement stupide comme opération. Alors objectivement, moi ça ne me choque pas beaucoup qu'on interdise ça. Le problème, c'est qu'on soit les seuls éventuellement à l'interdire, mais objectivement, c'est une opération économiquement stupide, économiquement complètement stérile, donc ça n'a pas de sens, et effectivement, ça n'a pas de sens économique, le rachat d'actions, sauf à vouloir sortir de la cote, mais des cas très spécifiques. Il n'y a aucune raison de faire des rachats d'actions. Donc interdire les rachats d'actions, ça ne me choque pas particulièrement, voire même c'est le fait que ce soit possible et que ça existe, et par millions et par milliers de milliards à travers la planète, qui est choquant, puisque encore une fois, ça pour le coup, c'est une opération économique complètement stérile, et moi je suis pour l'investissement, je suis pour le développement des entreprises, je suis pour la création d'emplois, je ne suis pas pour, de manière générale, les opérations économiques stériles et qui n'ont pas de sens. Là, en gros, ça n'a clairement pas de sens, puis en plus, ça vient diminuer la trésorerie des entreprises. Donc voilà, on veut que les entreprises, sur leur trésor, elles augmentent leurs salariés, on veut qu'elles investissent sur l'avenir, on veut qu'elles fassent de la recherche et développement, on veut qu'elles créent de nouvelles capacités de production, on veut qu'elles améliorent leur bilan social ou environnemental, mais on ne veut pas qu'elles rachètent leurs actions, c'est complètement délirant. Autre idée, alourdissement du malus CO2 est également dans les cartons, en abaissant le seuil d'émission des voitures qui seraient concernées. Bon en gros, automobiliste va chialer. On va de toute manière vous augmenter les péages, on va vous augmenter, vous allez voir, il y a une autre taxe, on va vous augmenter un petit peu l'énergie, et puis on va vous rendre encore un peu plus cher l'achat d'une voiture. Bon, ok. S'ils veulent le renforcement de la fiscalité des biens meublés, donc ça c'est pour quand vous louez de l'immobilier en meublé, effectivement vous avez pour les LMNP, donc les loueurs en meublé non professionnels, vous avez quelques petits avantages qui sont assez sympathiques. Vous avez des abattements qui sont supérieurs au reste, par exemple à l'immobilier nu, et puis vous avez une fiscalité favorable avec l'amortissement du bien qui n'est pas réintégré dans la plus-value. C'est un peu comptable, mais en gros, tous les ans, vous déduisez une partie de la valeur du bien que vous avez acheté, mais quand vous revendez, vous ne payez pas de plus-value sur l'amortissement que vous avez déduit. Donc normalement, quand vous déduisez, vous payez, en fait, ce que vous déduisez pendant une période, c'est réintégré après lors de la vente. Par exemple, pour les entreprises, lorsque vous amortissez un bien, ce qu'on appelle une immobilisation,
peu importe, vous avez acheté une machine, un véhicule, si vous êtes chauffeur taxi, vous avez votre petite entreprise, vous achetez votre voiture, vous allez l'amortir sur 3 ans, on va dire qu'elle vaut 15 000 euros, c'est pour faire court, on va dire 30 000 euros, vous l'amortissez sur 3 ans, donc c'est 10 000 euros par an, donc tous les ans, vous allez déduire de votre chiffre d'affaires, donc avant de payer votre impôt sur les sociétés, vous allez déduire de votre chiffre d'affaires, vos charges, le carburant que vous avez payé, l'assurance de votre voiture, bon, vous déduisez toutes les charges, toutes les dépenses, et puis vous allez déduire aussi 10 000 euros au titre de l'achat de votre voiture, de l'immobilisation, donc c'est ce qu'on appelle un amortissement comptable, et donc vous allez déduire 10 000 euros sur 3 ans, et donc au bout de 3 ans, votre voiture elle est totalement amortie, vous l'avez passée sous forme de charges, qui sont en fait des amortissements, sur cette période. Et bien, quand vous allez revendre votre voiture, si vous la revendez au bout de 3 ans, mais vous allez la revendre, et bien, mettons que vous la revendez non pas 30 000, mais 10 000 euros, 8 000 euros, et bien ces 8 000 euros, là par contre, eh bien, ils ont beau avoir été amortis, vous allez les réintégrer dans votre chiffre d'affaires, et donc ils seront imposés à l'impôt sur les sociétés. Donc vous avez amorti la totalité de la valeur, mais si jamais vous revendez, vous allez faire ce qu'on appelle un profit exceptionnel, et ce profit exceptionnel va venir dans votre chiffre d'affaires et il va être imposé. Là, eh bien, quand on est en loueur en meublé non professionnel, on n'a pas cette mécanique-là, et donc l'État veut mettre cette mécanique-là, elle serait, somme toute, extrêmement logique. Et là, pareil, ça va faire couiner quelques personnes qui ont investi dans le LMNP, qui font donc du meublé, qui font souvent du Airbnb. Bon, bah, ça va les faire couiner, et puis je peux vous assurer que ça leur passera, et ils trouveront autre chose, et puis de toute manière, c'est assez logique. En fait, il faudrait même faire l'inverse, il faudrait taxer plus la location meublée, puisqu'on veut avoir moins de Airbnb, donc il faudrait taxer plus la location meublée, et détaxer plus la location nue, donc en réalité, il faudrait inverser les fiscalités, mettre sur la location nue les mécanismes que nous avons sur la location meublée, et là vous verriez comme par miracle et comme par magie, en redonnant de la rentabilité aux investisseurs, de la rentabilité liée à la fiscalité, puisque la fiscalité est confiscatoire sur l'immobilier, eh bien vous reverriez comme par magie des meublés Airbnb se retransformer en location nue et plein de meubles à revendre sur le bon coin à pas cher pour ceux qui voudraient meubler les nouveaux biens mis en location nue sur le marché, tout le monde y gagnerait, et je crois que c'est pas encore dans le logiciel de l'État, mais pourtant je vous assure que ça aiderait considérablement à mettre fin à la crise actuelle sur le logement. Pour les ménages assujettis à l'impôt sur le revenu, bonne nouvelle, et oui, il y aurait une bonne nouvelle, c'est que les barèmes devraient continuer à être indexés sur l'inflation. En clair, vous savez que si votre salaire augmente, eh bien vous risquez de passer de tranche, et donc si vous changez de tranche, ce sont des seuils de revenus, eh bien vous allez payer plus d'impôts, donc mécaniquement à chaque fois que vous passez de tranche, etc., vous allez payer plus d'impôts. Et donc, pour éviter que les gens payent plus d'impôts de manière injuste, globalement, le barème, il est indexé sur l'inflation. Donc, les tranches, en fait, elles augmentent petit à petit en fonction de l'évolution des revenus des gens, enfin, en fonction de la hausse moyenne des salaires, etc. Donc, pour garder une imposition à peu près constante. Sinon, on serait déjà considéré, moi le SMIC, je l'ai connu à 3 500 francs, donc vous imaginez que 3 500 francs le SMIC, si vous mettez ça en euros, un SMICard d'aujourd'hui serait dans les hautes tranches de l'impôt sur le revenu s'il n'avait pas été indexé depuis 30 ans. Donc évidemment, c'est indexé, donc l'une des possibilités pour augmenter les recettes fiscales sans que ça se voit trop, c'est de geler le barème, et donc les gens ils vont payer plus d'impôts. Le barème serait augmenté et donc indexé, et donc les gens ne paieraient pas plus d'impôts, y compris les plus riches. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des gens. Tout en sachant que les plus riches, il y a une surtaxe. Donc les plus riches sont ceux qui sont le mieux payés. Ceux qui sont le mieux payés, vous les trouvez très souvent c'est les grands cadres des très grands groupes, des très grandes multinationales. Et donc eux, ils vont avoir un vrai coup de bambou avec les 8,5% de taxes de plus sur l'impôt sur les sociétés, où je vous assure que intéressement, participation, il y en a, ils vont couiner fort. Ils n'ont peut-être pas encore compris, mais ils vont couiner fort. À ce stade, donc peu de hausse d'impôts. Mais pourtant, l'économie est chose très simple, les amis, très 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 simple. Et un budget, c'est encore plus simple. Soit on augmente les impôts pour augmenter les recettes,
logique, soit on baisse les dépenses, mais il n'y a pas 36 possibilités, soit on fait un petit peu des deux, et on fait savamment un calcul des deux. Si on n'augmente pas les recettes massivement, ce qui est le cas dans ces budgets a priori, cela implique que les baisses de dépenses vont être importantes et conséquentes pour tous ceux qui bénéficient de la dépense publique. Je pense qu'on risque d'aller vraiment vers un gel des grosses pensions de retraite, des allocations chômage et des minima sociaux. Oui, le rétablissement des comptes passe avant tout par la baisse de la dépense publique. Depuis les années 2000, celle-ci a doublé dans notre pays. Les Français sont-ils pour autant 2 fois plus heureux? Je voulais conclure sur cette phrase, souvenez-vous, qui était une phrase du début, qui était ici, dans la tribune de nos 27 députés En Marche Ensemble et de la Renaissance de la République. Je voulais conclure là-dessus parce que je pense que cette tribune, c'est de la préparation de terrain. Il est hors de question, monsieur le Premier ministre, que vous fassiez des augmentations d'impôts. Je vous ai compris, dit le Premier ministre. Et oui, parce que nous, les députés, on veut que vous baissiez vraiment la dépense publique, parce que la dépense publique, elle a doublé dans le pays, mais on n'est pas 2 fois plus heureux, donc il faut baisser la dépense publique. Oh oui, je vous ai compris, dit le Premier ministre Michel Barnier. Tenez, regardez ce beau budget. Oh, merveilleux, monsieur le Premier ministre, vous nous avez entendus. Heureusement, la représentation nationale veillera à ce que vous baissiez la dépense publique. Et la dépense publique fut ainsi baissée, et qui dit dépense publique diminuée, baissée dit évidemment qu'à un moment donné, ceux qui dépendent de la dépense publique seront les plus touchés, les plus affectés par cette baisse et cette diminution de la dépense publique. Le travail doit payer, ça veut dire que ceux qui ne bossent pas, eh bien évidemment, il faudra qu'ils retournent au boulot. Et puis ceux qui ne peuvent pas retourner au boulot, je pense notamment à nos anciens, donc à nos retraités, eh bien ils risquent de devoir effectivement se serrer la ceinture par un gel des pensions, notamment sur les plus grosses pensions. Pour ceux qui veulent aller plus loin, le dossier stratégie du mois qui est disponible dans vos espaces lecteurs sur le site Insolentiae. Vous devez avoir un petit i là-haut pour vous abonner. Il est consacré à la hausse de la fiscalité et à la baisse des taux. 2 vents contraires qui s'affrontent aujourd'hui pour tous ceux qui ont des problématiques de gestion de patrimoine, d'investissement, de placement, bref, de gestion des finances personnelles et familiales. Et donc il va falloir étudier, réaffecter, réallouer, faire des réallocations, bref, des petits réglages par rapport à ces 2 nouvelles tendances, la hausse de la fiscalité, la baisse des taux d'intérêt. Donc ça touche tout, ça touche tous les placements, tous les investissements, toutes les classes d'actifs. Ça a des impacts sur la bourse, ça a des impacts sur les dividendes, ça a des impacts sur les valeurs d'actions, ça va avoir des impacts sur l'immobilier. Bref, vous l'avez vu avec le LMNP, etc. Donc il va se passer des choses, il va y avoir des choses à faire, des réarbitrages à faire. Donc un petit tour d'horizon, enfin même un grand tour d'horizon dans ce dossier pour vous permettre de prendre les bonnes décisions, parce qu'il va falloir s'adapter à tout ce qui va évoluer. Voilà les amis, je vous laisse partager cette vidéo, lui mettre des pouces, vous abonner soit à la lettre d'information gratuite insolentiae.com, l'essentiel de l'actu économique tous les jours, soit évidemment pour ceux qui veulent aller plus loin, boutique pour la lettre et les dossiers stratégie. Merci les amis, n'hésitez pas à débattre entre vous dans les commentaires, toujours avec gentillesse et bienveillance. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau JT du grenier grognant. Mes petits singes de la sagesse, ma boule de cristal, mes poulets moi-même, nous vous saluons bien bas et je vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour cette semaine. Allez, à bientôt.